professeur Hamel. Vous qui faites, de la recherche au niveau éthique, ces outils un petit peu de plateforme, est-ce que pour vous, il y aurait un intérêt, et quelle forme cela prendrait-il pour un petit peu favoriser l'éducation thérapeutique des patients et améliorer l'efficience, des soins? Ah, ça va être, vous êtes en train de me casser ma conclusion. Pardon, désolé. Donc, non, je vais y arriver. Voilà, dans quelques minutes, vous me donnez 8, 9 minutes et on va arriver justement sur ce point, ou un de ces points de réflexion. Tout d'abord, donc, bonsoir à toutes et tous. Sincère remerciement aux organisateurs. Et c'est toujours un plaisir de venir discuter d'éthique. Alors, souvent, j'essaie de parler éthique sans citer le mot. Je sens que ce soir, je ne vais pas y arriver, puisque la question, déjà, le mot est contenu dans la question. La question principale, c'est les enjeux que l'on met derrière la création de ces nouvelles plateformes diverses et variées. J'ai envie d'utiliser une formule en 3P, protection de la personne, parce que si on veut avoir une définition toujours simple mais efficace de l'éthique médicale, c'est bien la protection de la personne. Le deuxième enjeu me semble être celui autour de la participation de tous les acteurs et de la participation active sur les plateformes des patients en particulier. Et puis le troisième enjeu aussi, me semble-t-il, c'est la prise de responsabilité. J'ai un peu triché, hein, j'ai mis prise devant responsabilité parce que sinon ça ne faisait pas 3P. Donc, protection, participation et la prise de responsabilité de tous les acteurs. Et on nous avait appris depuis déjà longtemps que la relation patient-praticien, c'était l'acception célèbre de Ricoeur, la vie bonne avec et pour les autres dans une institution juste. Donc, on savait qu'il y avait ce tiers absent, l'institution, l'hôpital pour Ricoeur, la sécurité sociale pour plein d'entre nous pendant nos exercices professionnels. Et aujourd'hui, on se retrouve avec effectivement non pas un acteur, mais des acteurs, diverses plateformes, nombreuses, variées, qui sont bien les acteurs maîtres de l'outil, puisqu'il s'agit bien d'un outil. Mais ces acteurs, la plupart du temps privés, sont maîtres de cet outil. Alors très vite, on a envie de parler régulation. Et régulation, alors pour l'anecdote, tout de suite, on a des chartes qui sortent ici et là. Moi, j'ai ressorti et imprimé, parce que je l'aime bien, la charte ordinale de notre ordre professionnel sur la communication des chirurgiens dentistes. Déjà, il est dit très vite que cette charte est à valeur interprétative et il est très vite affirmé aussi ensuite que la communication professionnelle du chirurgien dentiste est libre. Mais, et derrière, il y a un mais. Donc, on devine très vite les limites de toutes ces chartes. Et puis, de toute façon, d'abord, il me semble que la réflexion éthique, elle est bien distinguée de la procédure, de la déontologie. Et que si on essaie de réfléchir sur ces questions-là, la réflexion éthique, elle est bien plus pour aller un peu plus loin et pour traiter de la finalité des conséquences d'une pratique et de l'utilisation de ces chartes. Alors peut-être sous un angle un peu trop académique, j'ai envie aussi de reprendre les 5 principes de la distribution des soins tels qu'on a sans doute un peu trop classiquement aussi, mais c'est exact, l'habitude de l'enseigner à nos étudiants. Le premier principe évoqué quand on évoque la distribution des soins, c'est le libre choix du praticien par le patient. Alors, on se doutait déjà depuis un petit moment que le libre choix, c'était quand même un peu une illusion dans différentes situations. C'est une illusion en fonction de la réputation de tel ou tel, c'était déjà connu depuis longtemps. C'était une illusion en fonction du secteur 1 ou du secteur 2 du professionnel spécialisé avec dépassement ou sans dépassement d'honoraires qui orientait quand même le choix. Et de plus en plus, donc, il semblerait que ce libre choix du praticien soit une illusion encore plus grande, puisque les critères de choix, et je vais en reparler un petit peu plus tard, peuvent être influencés non seulement par, je vais dire, l'action publicitaire de chaque praticien, mais aussi par les apports, ça a été cité, les apports des uns et des autres, des patients, et c'est tout le sujet des avis donnés sur les plateformes. Le deuxième principe de la distribution des soins, c'est la liberté de prescription. Alors,
j'y vois une incidence. Alors, il ne s'agit pas de savoir si on a le droit de prescrire tel ou tel médicament, mais j'y vois quand même une incidence dans la prescription, dans la proposition des choix thérapeutiques. Ces plateformes sont aussi l'occasion, et notamment dans nos spécialités, d'apporter du rêve dans tous les domaines esthétiques, par exemple, ou sur des solutions thérapeutiques de choix qu'on a déjà vues sur Internet et où le patient arrive en nous disant « je veux la même chose que ça, j'ai vu ceci ». Et ça va être de plus en plus le cas. Le troisième principe, c'est le paiement direct des honoraires. Alors, ce n'est pas tellement le paiement qui importe, me semble-t-il, sur ce point, même si, pour l'avoir utilisé assez récemment, la plateforme d'un laboratoire de biologie permet d'aller payer ses honoraires directement en ligne avec sa carte de crédit. Ça, c'est ce qui m'intéresse sur ce point-là, c'est justement la question des honoraires. Et pour tous les secteurs d'activité où les honoraires sont libres ou à dépassement autorisé, ce qui est là aussi souvent notre cas, la promotion, la quinzaine de la céramique ou que sais-je encore, on n'en est pas encore là, mais on peut l'imaginer, pourrait devenir un risque de, j'allais dire tromperie, mais au moins un argument commercial qui, je vais le dire aussi, dérange un peu quand même l'idée naïve que nous avions peut-être d'un modèle français où la santé n'est pas une marchandise comme les autres. Le point suivant, le quatrième principe dans la distribution des soins, c'est un point essentiel, il a déjà été évoqué, c'est la notion de secret médical ou de secret professionnel. Que devient ce secret quand on en fait finalement étalage? Alors j'ai envie de dire qu'à la rigueur, des patients, une population bien informée, qui a demandé depuis des décennies, qui a obtenu depuis la loi du 4 mars 2002 le droit de recueillir directement son dossier médical. Après tout, ces données médicales, c'est au patient de pouvoir en faire ce qu'il en veut. Je ne veux pas dire par là que le professionnel de santé se décharge complètement de sa responsabilité, mais toutes ces données, elles appartiennent désormais au patient. Et puis, le dernier point que l'on a l'habitude de citer dans les principes de la distribution des soins, c'est la liberté d'installation. Et je vais dévier un peu pour retomber sur mes pattes sur le sujet. En fait, j'ai envie de remplacer ça par la liberté pour le praticien de s'inscrire ou non sur de telles plateformes. C'est très bien que pour un certain nombre de praticiens, dans des zones, alors elles ne le sont pas toutes, mais dans des zones où la démographie professionnelle est un peu tendue pour les professionnels, en centre-ville ou autre, ça coûte, mais ça rapporte. Donc, au-delà de ces considérations très, très académiques, j'ai envie de revenir un peu aussi sur le terrain. Je ne vais pas vous raconter ma vie parce que sinon, on va dépasser amplement le temps imparti. Mais moi, le premier, assez récemment, pour un rendez-vous d'ophtalmo, parce que mon ophtalmo précédente avait pris sa retraite, je suis allé sur les plateformes. Je suis allé sur les plateformes et quels ont été mes critères de choix? Est-ce que mes critères de choix ont été les avis qui étaient posés par d'autres ou tout simplement la localisation? J'allais dire tout simplement, passez-moi l'expression entre guillemets, la bonne gueule du praticien en photo sur la plateforme. Complètement subjectif. Et à ce sujet-là, on sait très bien aussi que les avis déposés sur les plateformes, combien de jeunes collègues se sont installés et ont eu en quelques jours des avis très favorables parce qu'ils avaient ameuté tous leurs amis pour poser des avis favorables sur ces plateformes. Alors, je voudrais revenir, avant de terminer, sur le rôle des patients. Sur le rôle des patients et la responsabilité finalement des patients. Et ça tombe très bien que les patients soient représentés ce soir, parce que sur la responsabilité effectivement des avis déposés, des exigences exprimées, il me semble, et c'est peut-être un travers médical actuel, qu'on est presque arrivé à encourager ce transfert de responsabilité et d'abandonner la responsabilité médicale à la responsabilité des patients. Vous voulez ça? Eh bien, OK, je deviens quasiment, j'aime pas l'expression prestataire de service, mais vous êtes responsable. En forçant un peu le trait, on pourra peut-être discuter sur cette notion de transfert de responsabilité partagée, du partage de la responsabilité. Et la question, effectivement, c'est, semble-t-il,
Notre modèle qui affirme jusque-là que la santé n'est pas une marchandise comme les autres, est-ce qu'il est tenable? Est-ce qu'il est défendable longtemps? J'ai vu brièvement qu'il y avait une question qui était posée sur ce qui se passait à l'étranger. Les plateformes, elles existent aussi à l'étranger. Pour avoir discuté avant même l'apparition des plateformes, sur la vision médicale et la vision de certains de nos confrères à l'étranger, notre modèle français leur paraissait quand même un peu, j'allais dire, exotique, et jusqu'où on tiendra. Du coup, éthique, alors, mais finalement, je ne l'ai pas trop dit. Le mot est sans doute utilisé peut-être un peu à l'excès par tous les acteurs comme une bonne caution. L'idée, non seulement, donc, c'est d'avoir une protection de la personne, du patient, j'imagine qu'il faut aussi aller vers la protection des praticiens. Et puis, les enjeux en conclusion, je les recite à nouveau au nombre de 5 rapidement. L'enjeu, c'est bien que le sujet concerne tout le monde, non seulement les professionnels de santé, c'est ce que l'on fait ce soir et c'est très bien. Deuxièmement, la protection de la personne passe essentiellement, ça a été dit, par la protection des données. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, savoir qu'on prend rendez-vous tous les 6 mois pour un détartrage ou savoir qu'on va chez tel spécialiste pour des maladies peut-être un peu plus honteuses, ce n'est pas la même chose. Troisièmement, il y a quand même un enjeu sur l'appréciation par les uns et par les autres de la qualité des soins. Directement après, il y a cet élément que j'ai évoqué sur les honoraires et l'intérêt parfois de l'opposabilité des honoraires qui protège de ces sujets-là. Et puis, il me semble que pour toute profession, l'enjeu majeur sur ces plateformes, ce serait de réussir à expliquer la complexité de nos actes. Si déjà on réussissait à faire ça, on aurait beaucoup gagné en tant que professionnel de santé. Alors enfin, et vraiment pour conclure, quelle éthique? Eh bien, pour moi, c'est la recherche. C'est une éthique, c'est une discipline qui correspond à de la recherche, faire de l'analyse de terrain, voir comment les choses se sont passées, mais surtout vont se passer de façon prospective pour faire le lien, et ça a été dit aussi, à partir des résultats, transmettre ces résultats aux décideurs qui, eux, sont en charge de la construction juridique, comme disait la première intervenante. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Hamel. Et pour faire de la recherche, il faut de la data. Ouais, Oui, mais pas la reviens. même. Pas la même. Ça Non, non, peut, mais et dans le concept du numérique en santé, une des parties, en tout cas un des leitmotivs et des raisons pour laquelle ce système est mis en place par les pouvoirs publics, c'est justement de favoriser la recherche par l'extraction de données systématisées. Voilà. et faire de la recherche, pour moi, ça veut dire avoir des laboratoires de recherche en éthique, ce à quoi on travaille activement. Absolument. Donc là, donc ces outils, ces plateformes vont augmenter la capacité un peu de diagnostic. Est-ce que vous ne craignez pas que ces outils qui vont nous aider à faire du diagnostic un peu automatisé ou facilité, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça devienne, à terme des outils de prescription généralisée où finalement, le corps médical ou le cœur de la recherche médicale, ne deviennent qu'en fait qu'accessoires ou voire absents? On a déjà aujourd'hui des plateformes, notamment dans les traitements d'orthodontie, on a des plateformes où, le dentiste est soit, partie congrue, voire carrément absent, du modèle. Autre exemple, parce qu'on est en train de le mettre en place en ce moment, on met en place un système d'analyse automatisée des clichés radiographiques. C'est sensiblement le même sujet, ça donne de très bons résultats. Et effectivement, ça pose des questions. Mais ça pose des questions, si on doit libérer du temps soignant et rester conscient que les 2 maîtres mots principaux pour prendre en charge, c'est garder l'approche interhumaine particulière, donc garder ce temps interhumain quand même particulier,
toujours contrôler par un raisonnement intellectuel l'indication, parce que ça, quand même, ces outils évitent, on l'a observé, évitent aussi quelques erreurs de temps en temps. J'ai le souvenir de travaux de recherche, je reprends sur l'imagerie, des travaux anciens, travaux de recherche en éthique. L'exemple m'a toujours marqué. Vous prenez un laboratoire de médecine légale, donc vous avez des corps morts. Vous faites une série de radiographies, alors vous prenez les cages thoraciques, ce que vous voulez, une telle articulation ou autre. Vous soumettez ces clichés, c'était les travaux au laboratoire d'éthique médicale il y a plus de 20 ans. Vous soumettez tous ces clichés à des radiologues. Vous avez leurs interprétations. Déjà, dans les interprétations, il y a des nuances. Et la facilité, quand vous agissez sur des corps morts, des corps donnés à la science, vous pouvez après aller ouvrir pour vérifier si l'interprétation était exacte. On sait très bien que les interprétations pouvaient être, pour beaucoup d'entre elles, assez erronées. Donc, l'intelligence artificielle dans ces domaines-là peut être une source de progrès. Encore faut-il la maîtriser, rester dans les indications, rester dans les obligations de remplissage d'un dossier correct et de cette conscience de la responsabilité professionnelle individuelle. À nous de l'enseigner.